RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Gaëtan Dussaucet. Bonsoir à vous. Vous êtes député des Vosges et porte-parole du Rassemblement national. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, deux sondages successifs, l'un aujourd'hui, l'autre dimanche, montrent qu'un candidat peut battre Jordan Bardella au second tour. C'est Édouard Philippe. Plusieurs candidats sont testés dans ces sondages. Et dans toutes les configurations, le maire du Havre l'emporterait. Alors, certes, la présidentielle est dans un an, mais on note que dans ce sondage, Jordan Bardella dans le fond, ne progresse pas depuis des mois. Est-ce que cela vous inquiète ? Non, absolument pas. En réalité, ces sondages sont plutôt de bon augure parce que le candidat du Rassemblement national, qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, lorsque les deux sont testés, au premier tour obtient des scores qui, à mon avis, en feraient jalouser beaucoup, au-delà des 30-35% dès le premier tour. Alors évidemment, comme Marine Le Pen nous le dit très souvent, un très bon sondage n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un objectif en soi, et c'est plutôt un appel à redoubler d'efforts, à travailler davantage pour justement convaincre ces quelques Français qui peuvent manquer pour permettre de faire 50% plus une voix, et puis surtout être certain de ne pas les décevoir, parce qu'on sait qu'ils sont très nombreux à espérer l'alternance dans le pays. Oui, mais là, en l'occurrence, dans ce sondage-là, c'est Édouard Philippe qui l'emporterait, qui gagne. Alors vous savez parce bien qu'être au second tour... Bien sûr. Qualifié, peut-être c'est très bien, mais encore faut-il gagner cette partie. Attention, il y a évidemment d'abord une campagne présidentielle qui doit se faire, déjà de savoir quels seront aussi les candidats au premier tour, et puis nous aurons évidemment toute l'occasion de rappeler qui est le véritable Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est quand même la continuité du macronisme par excellence. Ça a été le premier des premiers ministres, et on sait combien il y en a eu d'Emmanuel Macron. Ça a été le premier ministre qui a généré le plus grand mouvement de colère sociale en 2018, à savoir le mouvement des Gilets jaunes, parce que déjà à l'époque, il augmentait les taxes sur le carburant. Ça a été c'est la première décision dans son budget en 2017, lorsqu'il est Premier ministre, c'est d'augmenter la fiscalité, et notamment la CSG sur les retraites et les pensions de retraite à plus de 20 milliards d'euros. Donc on aura toute l'occasion pendant cette campagne présidentielle de rappeler non seulement quel a été le bilan d'Édouard Philippe, mais aussi de parler de son projet. Quand je vois que sa première proposition, lorsqu'il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle il y a maintenant plusieurs mois, c'est celle de la retraite à 67 ans, je me dis que c'est un candidat qui n'a toujours pas compris ce qu'il se passe dans le pays et ce qu'attendent les Français en réalité. En tout cas, vous ne voyez pas, comme un certain nombre de vos collègues du Rassemblement national, dans ce sondage, une opération de communication destinée à façonner l'opinion plus qu'à l'informer ? On a été habitué, notamment, je repense à la campagne présidentielle de 2017, à avoir une certaine couverture, à la fois sondagière, médiatique, plutôt favorable à un candidat. En l'occurrence, lors de la campagne présidentielle de 2017, cette attention médiatique était plus portée sur Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'économie de François Hollande. Mais vous savez, j'ai parfaitement confiance dans la sagesse et le bon sens des Français. Je sais que le peuple français, justement, aujourd'hui a soif de changement, il a soif d'alternance, et que cette rupture, cette alternative au pouvoir, c'est évidemment le Rassemblement national qui l'incarne, parce que nous sommes le seul parti qui veut tourner la page du macronisme. Ils l'ont par deux fois d'ailleurs qualifié au second tour face à Emmanuel Macron, et donc la suite, l'avenir pour le pays, c'est évidemment le Rassemblement national. Comment vous expliquez que dans tous les sondages, Jordan Bardella soit crédité d'un meilleur score que Marine Le Pen ? Est-ce que c'est parce que les électeurs du Rassemblement national ont intégré d'une certaine manière que Marine Le Pen ne pourra pas être candidate en raison de ses démêlés avec la justice, ou est-ce peut-être plus simplement parce qu'ils préfèrent Jordan Bardella ? Encore une fois, on est maintenant à quelques jours après l'élection municipale, et donc quasiment à un an de l'élection présidentielle. Oui, et mais enfin là, je vous parle des chiffres de maintenant. Mais je sais pertinemment qu'on va se retrouver dans les prochaines semaines et les prochains mois avec beaucoup de sondages qui vont sortir, avec beaucoup d'enquêtes d'opinion, chacun essayant de trouver un petit peu ce que tel sondage veut dire de telle ou telle dynamique, de telle ou telle candidature. Aujourd'hui, la seule chose qui est claire, c'est que le Rassemblement national est en pôle position pour incarner une alternance, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Jordan Bardella. Je rappelle que, évidemment, n'enterrez pas trop tôt Marine Le Pen,
Marine Le Pen est la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle. Et que de fait, nous sommes, oui, et comme des millions de Français avec nous, dans l'attente de l'appel, du rendu de l'appel qui interviendra le 7 Mais vous ne répondez juillet pas à ma question, prochain. en fait. Mais bon, c'est pas grave, on en a d'autres. Non, mais tout simplement parce que je vois très bien un petit peu la petite idée qu'il y a derrière, la petite musique qu'il y a derrière, d'essayer de nous faire dire que Jordan Bardella serait un meilleur candidat que Marine Le Pen. Nous avons deux grandes personnalités qui sont aujourd'hui très largement plébiscitées par des millions de Français, et je pense que c'est une chance d'ailleurs d'avoir aujourd'hui un binôme comme celui de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, qui offre un projet différent et un projet alternatif au pays. Je pense qu'il y a beaucoup de partis politiques qui doivent nous jalouser vu les scores et les résultats aujourd'hui annoncés dans ces sondages, que ce soit pour Marine ou pour Jordan. Alors, il y a une petite différence entre eux. Est-ce qu'il y a un partage des rôles sur la ligne politique ? Marine Le Pen est beaucoup plus étatiste, proche, défenseuse des faibles et du pouvoir d'achat, etc. Bardella aussi. Mais on va dire que certains disent il incarne plus la droite libérale et plutôt du côté du patronat. Est-ce que, dans le fond, les deux se partagent ces rôles ? Qu'il y ait des sensibilités, des manières de communiquer les idées politiques. Il y a de fait une différence générationnelle entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, ça n'aura échappé à personne. Qu'il y ait des sensibilités, des manières de faire de la politique, de communiquer la politique. Oui, mais avec la stratégie pour Bardella derrière d'attraper plus des gens de droite. Maintenant, je vous le dis, Jordan Bardella et Marine Le Pen, actuellement, et ce depuis des mois d'ailleurs, depuis 2022, travaillent ensemble, main dans la main, pour pouvoir avoir un projet de redressement, parce que on va avoir beaucoup de boulot à faire en 2027 lorsque les Français nous accorderont leur confiance et qu'on pourra enfin exercer les responsabilités. Quand on voit l'état des comptes publics, quand on voit la situation de la submersion migratoire, quand on voit la situation d'ensauvagement, l'insécurité qui explose et qui n'épargne plus un seul pan de notre territoire, y compris dans les campagnes et dans la France rurale, on sait qu'on a énormément de travail à faire. Et Marine Le Pen et Jordan Bardella, aujourd'hui, travaillent tous deux. Marine comme candidate à l'élection présidentielle, Jordan Bardella comme candidat pour être à Matignon, pour être le Premier ministre de Marine Le Pen. Et ce que nous voulons, c'est être justement suffisamment solide, avoir suffisamment travaillé pour pouvoir changer les choses, changer le quotidien des Français lorsque nous arriverons au pouvoir. Si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter, ce qui est une hypothèse qui est loin d'être improbable aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr qu'elle ferait pleinement campagne pour Jordan Bardella, au-delà de la déception, de la meurtrissure que pourrait représenter pour elle ce rendez-vous raté, et peut-être au-delà même des différences de ligne, justement, dont on parlait, qui pourraient s'affirmer si Jordan Bardella était le candidat ? Je pense que c'est Marine Le Pen qui vous répond sur ce sujet-là. Marine Le Pen elle-même l'a déjà dit. Si jamais elle est empêchée, et ce qui serait d'ailleurs, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose d'acquis ou quelque chose de secondaire. Ce serait cataclysmique dans la vie politique française. C'est la première fois de toute la Ve République qu'une décision de justice priverait des millions de Français de leur liberté de choisir leur candidat et qui plus est de choisir leur prochaine présidente de la République. Mais si cela devait intervenir, Marine Le Pen a d'ores et déjà dit qu'évidemment, elle soutiendra à ce moment-là la candidature de Jordan Bardella parce que c'est évidemment la personnalité politique la plus à même non seulement de remporter l'élection présidentielle, mais surtout de défendre notre projet de rupture avec le macronisme et notre projet de redressement national. Donc encore une fois, il n'y a pas du tout ni de doute ni d'inquiétude là-dessus. Jordan et Marine travaillent quotidiennement, conjointement, ensemble. Puis, vous savez, on fait partie avec Jordan d'une génération, un peu une sorte de génération mariniste. C'est-à-dire que nous savons aussi tout ce que nous devons à Marine Le Pen. Marine Le Pen est la seule responsable politique de ces 20 dernières années à avoir eu aussi le souci de l'après, de se dire, mais qu'est-ce qui survivra de ma seule personne le jour où j'arrête la politique ou le jour où je suis empêché de faire de la politique. Et c'est Marine Le Pen qui nous a donné le goût de l'engagement dans la vie politique, aussi bien à Jordan Bardella qu'à moi-même et qu'à un certain nombre d'élus aujourd'hui, jeunes parlementaires, jeunes maires, jeunes conseillers régionaux et autres. Cela dit, en politique, la loyauté ne dure souvent qu'un temps. Eh bien, je pense que Marine Le Pen et Jordan Bardella vous prouveront que, heureusement, tous les politiques ne sont pas les mêmes et qu'ils ne sont pas pareils, surtout nous. Vous êtes en train de nous décrire un monde de Barbie et Ken merveilleux au pays du Rassemblement national. On sait qu'en politique, on trahit le père pour réussir à aller à l'Élysée. Est-ce que là, il peut y avoir une forme de trahison à un moment donné ? Est-ce que ce ne sera pas mal vécu par Marine Le Pen si Jordan Bardella est, lui, appelé à
à la présidentielle? Je vous le dis très sereinement, non seulement nous avons un programme politique qui est différent, mais nous sommes aussi différents des autres politiques. On ne fait pas de la politique pour nous-mêmes, on ne fait pas de la politique pour faire carrière, on ne fait pas de la politique en trahissant ses prédécesseurs ou en empêchant ses successeurs de parvenir. Encore une fois, Marine Le Pen, c'est elle qui a identifié Jordan Bardella, qui l'a repéré parmi la masse des militants, qui lui a donné sa chance à l'occasion des élections européenne. Jordan Bardella, c'est évidemment... Donc pas de risque de croche-pied. Marine Le Pen, absolument pas. Vous savez, c'est vrai que je comprends ces questions parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont vu l'intégralité des partis politiques se déchirer ou sombrer dans des guerres de clans et de chefs lorsqu'il n'y avait justement plus le chef. C'était le cas de l'UMP avec Nicolas Sarkozy à la fin de son mandat en 2012 et cette guerre fratricide entre Jean-François Copé, François Fillon, Chirac Balladur, tout à fait. Et on voit exactement la même chose advenir aujourd'hui entre ces fameux partisans du bloc central, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Darmanin, Bruno Retailleau. Nous le disons aux Français, nous ne sommes pas comme les autres. Et justement, nous avons le souci de pouvoir changer les choses, pouvoir redresser le pays. Et pour ça, il faut être soudés, unis, évidemment unis entre nous, mais aussi unis avec tous les Français. Peut-être un mot sur la France Insoumise. Oui, parce que le temps file pendant cette campagne des municipales, la France Insoumise a beaucoup mis en avant ce concept nouveau de Nouvelle France. Et je voulais vous demander, pour vous, ce qu'il recouvre, ce concept, comment vous l'interprétez ? J'entends un peu ce que dit la France Insoumise, mais je pense qu'elle est assez malhonnête dans l'exercice. On a vu de la part de la France Insoumise, y compris lors de ces élections municipales, mais ça fait en réalité un moment que Jean-Luc Mélenchon a pris ce tournant, qui est un tournant qui est celui du communautarisme. Et on sent qu'il y a dans le discours de la France Insoumise une volonté, non pas d'unir le peuple français comme il faudrait le faire par rapport aux épreuves et qu'il va falloir relever et aux défis qu'il va falloir relever, mais plutôt de le diviser, de le fractionner. Ils le font systématiquement déjà à l'égard de leur adversaire. Quelqu'un qui ne pense pas comme la France Insoumise, quelqu'un qui ne pense pas comme Jean-Luc Mélenchon, est tout de suite un affreux fasciste, un affreux raciste, et tant d'autres à qui il ne faut pas parler, à qui il ne faut pas tendre la main, à qui il ne faut pas serrer la main, y compris dans les institutions de la Ve République comme l'Assemblée nationale. Donc il y a cette violence, ce sectarisme. Mais aujourd'hui, ils le font aussi avec leurs propres électeurs. Et donc je pense qu'il y a une forme d'insincérité derrière, ou du moins d'hypocrisie, quelque chose qui n'est pas tout dit derrière cette appellation de Nouvelle-France et qui est assez dangereux, je pense, pour l'apaisement du débat public tel qu'on en a besoin. On l'a vu notamment après cette séquence des élections municipales où, pour le coup, il y a eu quand même une certaine forme de violence, pas uniquement verbale d'ailleurs. Alors Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, a dénoncé des propos inacceptables tenus sur le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, un psychologue et un philosophe, pour commenter des décisions du nouveau maire. Sur la chaîne CNews se sont lancés dans des analyses à propos de l'Homo sapiens et la famille des grands singes. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, s'en est mêlé. Il a assuré que le préfet se porterait partie civile quand Bali Bagayoko aura porté plainte. Peut-on y voir autre chose que du racisme ? Je pense que Laurent Nunez et Monsieur le Premier ministre, une fois n'est pas coutume, ont eu raison d'intervenir au sein de l'Assemblée nationale et devant la représentation nationale. Je pense que les propos qui ont été tenus sur cette chaîne concurrente, à minima, sont une bêtise, ou alors en effet un délit pénal, qui relève du pénal, et dans ce cas-là, il faut que la justice s'en saisisse. Vous savez, sur une municipalité de la France Insoumise, il y a beaucoup de choses à dire, et il y a beaucoup de choses que l'on dira. Sur la gestion qui sera celle d'une municipalité de la France Insoumise. Que ce soit sur le projet, il l'a d'ores et déjà assumé, de désarmer la police municipale, de démanteler progressivement la vidéoprotection dans la ville de Saint-Denis, mais dans les autres communes également de la France Insoumise, que ce soit sur le sectarisme politique, militant, qui a été affiché par le nouveau maire de Saint-Denis, disant que les agents qui ne penseraient pas comme la France Insoumise, comme le programme de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, devrait marcher au pas ou bien démissionner. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et donc, ce n'est vraiment pas la peine de tomber dans des insinuations qui, encore une fois, ou sont réellement bêtes, ou alors sont même pénalement répréhensibles. Venons-en, il nous reste quelques minutes, à la situation internationale et à ses conséquences sociales et économiques en France. Donald Trump, aujourd'hui, a vivement critiqué la France dans ces termes. J'ouvre les guillemets. La France s'est montrée très peu coopérative face aux bouchers d'Iran. Les États-Unis s'en souviendront. Est-ce que ce reproche vous semble justifié ? Encore une fois, on ne viendra pas au Rassemblement national s'aligner sur les propositions ou l'analyse, on va dire, d'un dirigeant étranger.
Aujourd'hui, vous avez donc Donald Trump, qui en effet a bousculé plus d'une fois d'ailleurs le droit international, a été jusqu'à une intervention militaire, pas uniquement en Iran. On avait vu déjà quelques semaines plus tôt ce qu'il avait fait au Venezuela. Et donc nous suppléons à ce que l'on respecte ce droit international. La France n'a pas à être le supplétif de la politique internationale américaine et d'advenir sur des intérêts qui ne seraient pas des intérêts nationaux, Et vous pensez qui ne seraient qu'elle pas l'est des intérêts français. Je pense qu'aujourd'hui, la France est à la hauteur de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut évidemment d'abord défendre nos intérêts stratégiques, et protéger nos ressortissants français qui sont présents sur cette région du monde, défendre nos militaires, protéger nos militaires, garantir justement cette alliance que nous avons avec des partenaires locaux, je pense aux Émirats arabes unis et au Liban et à tant d'autres. Il faut que l'on assume justement ce rôle-là. Mais ce n'est pas à nous d'interférer militairement, de s'ingérer militairement dans la politique, notamment iranienne. On veut évidemment la fin du régime des Mollahs, bien évidemment, personne ne regrettera ce régime-là, mais il faut que cela advienne de la souveraineté nationale et populaire, cela advienne donc du peuple iranien directement, sans intervention militaire. Une question sur Donald Trump. Est-ce que le Trumpiste reste un modèle pour le Rassemblement national ? Ce n'est pas une question d'avoir le Trumpisme comme modèle, c'est une question de voir, ou plutôt d'estimer le patriotisme qui est celui de Donald Trump. Donald Trump, je crois que ça ne fait de doute pour personne, Donald Trump est un patriote américain qui donc défend les intérêts américains. Et nous, ce que nous voulons, parce que nous sommes des patriotes là, dans français, cette guerre, il ne défend pas... il défend ce qui peut penser être côté lui les d'Israël, intérêts américains. Là, encore une fois, ce n'est pas de ma responsabilité. Moi, je suis un parlementaire français. Mais nous, parce que nous sommes des patriotes français, nous voulons avoir des dirigeants patriotes qui défendent uniquement et exclusivement les intérêts français. Et force est de constater que durant des années, nous avons souffert d'avoir des gouvernements, d'avoir des présidents de la République qui n'ont pas toujours défendu les intérêts français. On en voit encore la preuve avec ce bras de fer perdu avec la Commission européenne, notamment sur le dossier de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, où systématiquement, nous avons eu des dirigeants français qui se sont mis quasiment à plat ventre, désolé de le dire, mais face à la Commission européenne qui défendait des intérêts qui étaient tous sauf les nôtres. Je parlais des conséquences économiques. Il y a la flambée des prix de l'énergie, des carburants en particulier. Le Rassemblement national demande au gouvernement de prendre des mesures pour compenser cette hausse. Mais la France, aujourd'hui, en a-t-elle les moyens ? Est-ce qu'il faut revenir au quoi qu'il en coûte de la période Covid ? Alors non, justement, nous ne proposons pas la même chose que les gouvernements macronistes qui se sont succédés. On a vu en effet, lorsqu'il y avait une inflation des produits énergétiques et des prix énergétiques, tout de suite la politique des chèques. On a eu la même chose sur un paquet de sujets. Nous, ce que nous proposons, c'est d'une baisse durable, structurelle de la fiscalité et des impôts sur les carburants. Puisque aujourd'hui, en France, nous avons une fiscalité qui est beaucoup plus lourde sur les carburants qu'elle ne l'est dans les autres pays européens. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a aujourd'hui d'autres pays européens, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, au Portugal, à la Serbie, à l'Autriche, également, qui face justement au contexte international et à l'inflation très importante des prix énergétiques, ont tout de suite pris la décision de baisser la fiscalité sur les carburants, la raison pour laquelle nous voulons baisser en effet la TVA de façon pérenne de 20 à 5,5%. Ce qui coûterait 17 milliards. Ce qui coûterait exactement 10,5 milliards d'euros. Nous n'avons pas les mêmes calculs que M. Lescure, mais nous l'assumons pleinement. Voilà, et ce qui ne nous a pas coûté trop de secondes, puisqu'on a terminé en effet. Merci. Merci à vous d'être passé sur le plateau de RFI et France 24. Merci à Flore Simon et à Camille Néran, et merci à toute l'équipe technique. À très vite.